Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes romancier, vous avez travaillé pendant 20 ans pour la DGSE et vous êtes l'auteur de Vesper, votre 7e roman, un roman d'amour, d'espionnage, qui revisite les conflits oubliés en Afrique dans les années 80-90. C'était une période particulièrement riche de l'histoire africaine avec en toile de fond la guerre froide. C'est le moment où l'histoire africaine a basculé avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud et la fin finalement des grands mouvements de guérilla auprès desquels j'ai été projeté pendant de nombreuses années au profit de la DGSE. Parmi ces mouvements de guérilla, il y avait notamment l'UNITA de Jonas Savimbi. Alors oui, c'est un mouvement très particulier puisque Savimbi était maoïste au départ et en fait les soubresauts de l'histoire ont fait qu'il s'est rapproché en fait du camp occidental et qu'il a travaillé au profit des Occidentaux à la fin de cette guerre froide, donc avec les Américains, les Sud-Africains et les Français qui le soutenaient clandestinement. Les Français qui avaient des intérêts pétroliers, notamment avec Elf en Angola, et donc il y avait un pied dans les deux camps. Nous avions les deux fers au feu, nous savions que l'UNITA avait la capacité de l'emporter militairement sur le terrain, et nous entretenions effectivement les meilleurs rapports du monde avec le MPLA de Dos Santos, qui avait la main sur les réserves pétrolières. Alors, c'est une période assez riche et, comme vous l'avez dit, avec des évolutions majeures. C'est la fin de l'apartheid avec l'avènement de Nelson Mandela. Alors, la France, historiquement, a pris des positions fortes aussi pour la fin de l'apartheid, mais on discutait aussi avec tous les camps. On discutait avec tous les camps, mais c'est vrai que la France a été une force de proposition, de paix et de modération dans cette partie du monde, à la fois en parlant avec le régime de l'apartheid, mais en œuvrant aussi pour le dialogue entre toutes les parties, et puis en ayant un œil très acéré sur ce qu'on appelait le glacis sud-africain, qui touchait nos intérêts, qui touchait les intérêts de l'Afrique francophone, et notamment du Zaïre à l'époque, qui est devenu la République démocratique du Congo, et pour nous c'était vraiment une zone d'intérêt très très forte. Et on passait par nos alliés africains pour passer des messages aussi, Brazzaville notamment, Kinshasa. Brazzaville, Kinshasa, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny à l'époque, qui étaient des points de passage obligés, le Maroc d'Hassan II. Pour ce qu'on appelait le Safari Club, je crois, c'est Michel Roussin qui avait inventé ce terme, non? Oui, et Michel Roussin qui a été un des acteurs justement de cette partie-là de l'histoire africaine. C'est une période très riche. À l'époque, notamment la DGSE travaillait beaucoup sur cette zone africaine. Historiquement, c'était Jacques Foccart, l'ancien Monsieur Afrique du général de Gaulle. On avait accumulé des connaissances et on faisait beaucoup de prospectives sur ces théâtres-là. On devait avoir certainement ce que les anglo-saxons appellent le know. On avait vraiment les compétences, la mémoire et le savoir-faire pour prendre contact avec les dirigeants de ces mouvements de guérilla, de ces mouvements armés, que nous suivions au jour le jour dans leur quotidien, sur le terrain, contrairement aux Américains. Et donc on avait, en étant leurs compagnons de route, cette capacité à recueillir du renseignement sur zone de conflit. Qu'est-ce qu'on faisait auprès de ces mouvements? On leur fournissait des armes, on faisait le service après-vente, c'était un levier d'influence dans la négociation avec certains dirigeants africains? Alors contrairement à tous les poncifs, la DGSE n'a jamais livré de matériel létal à ces mouvements. Elle apportait du soutien, je dirais plus d'intelligence, enfin intelligent c'est-à-dire qu'on essayait de leur apporter du soutien en matière de télécommunication, de communication, et puis leur ouvrir aussi des canaux de négociation extérieurs. Donc nous n'étions pas un élément qui enflammait un peu plus le conflit, mais on était plutôt un élément modérateur. La plupart de ces mouvements de guérilla n'existent plus ou alors ont été reconvertis dans le jeu politique, à l'image de la Renamo au Mozambique. Est-ce qu'il reste encore quelques mouvements de rébellion comme ça sur le théâtre? Non, très peu, malheureusement. La rébellion casamançaise,
Les leaders sont très âgés. Non, non, malheureusement, il y a une dispersion. Il n'y a plus de grands mouvements structurés de rébellion. À la fois et la Renamo, et l'UNITA, et le SPLA au Soudan n'existent plus, ou bien sont devenus des partis effectivement constitués qui œuvrent à la réconciliation nationale de leurs pays respectifs. Et aujourd'hui, on observe une déstructuration de mouvements qui sont plus des mouvements de grande délinquance, de coupeurs de route, et qui sont en fait très très informels. Et c'est le grand danger pour l'Afrique, avec justement une apparition de mouvements fondamentalistes ou qui sont pris en main par des fondamentalistes religieux. Avec une menace qui évolue et qui est beaucoup plus transfrontalière, non? La menace évolue, elle est transfrontalière, ce sont des mouvements qui font fi des frontières, et les enjeux sont plus régionaux que nationaux maintenant, et c'est un vrai danger à la fois et pour le Sahel, et pour la partie centrale de l'Afrique, et également pour certaines parties de l'Afrique australe, comme le nord du Mozambique, où effectivement on voit surgir l'apparition de mouvements fondamentalistes islamistes. Nos services se sont-ils bien adaptés à cette nouvelle menace? Alors je regrette qu'une grande partie des compétences humaines ont été réorientées vers d'autres enjeux, les enjeux iraniens, chinois, nucléaires, etc. Et finalement, on a perdu des compétences et une mémoire vive de notre savoir-faire en Afrique australe, avec certainement une réduction aussi de la voilure des effectifs, des personnels. Néanmoins, malgré tout, nous restons, je pense, sur ces sujets-là et sur cette partie géographique de l'Afrique, des leaders en matière d'intelligence et de renseignement. En discutant avec les uns, les autres, des anciens, des gens encore en action, on a quand même l'impression qu'on est focalisé sur le contre-terrorisme. Est-ce qu'on a encore les clés de lecture, de prospective politique en Afrique pour voir les changements qui peuvent se dérouler sur les théâtres nationaux? Effectivement, le grand danger, c'est de ne tout voir ou de ne tout observer qu'à travers la focale du contre-terrorisme et du problème du fondamentalisme religieux, et d'oublier les autres grands enjeux. Je prends par exemple peut-être notre incapacité à avoir compris qu'il n'y aurait pas de changement au Zimbabwe, et que tant au Zimbabwe qu'en Angola, finalement, c'était les mêmes régimes qui allaient perdurer. Et il ne faudrait pas qu'on perde justement de vue les enjeux qui dépassent le simple cadre de la lutte contre l'islamisme. Votre roman a une part d'autobiographie aussi. Vous mettez aussi en scène dans certaines opérations, plus ou moins romancées. C'est une formidable aventure humaine. Le renseignement était très humain à l'époque. Aujourd'hui, il est beaucoup plus technologique, selon vous, sur l'Afrique, où on a gardé cette capacité d'expertise humaine? Contrairement aux Américains, je pense que nous avons su conserver justement la grande force qu'est le renseignement humain. Je pense que ça fait partie de la grande force du renseignement français. Nous avons fait ce choix, les autorités ont fait délibérément ce choix, et nous conservons justement cette prise de température permanente sur le terrain et dans les capitales qui est essentielle à la captation de l'information. Le renseignement technologique, effectivement, gagne du terrain, c'est normal, mais il est très coûteux, il est très cher, et alors que le renseignement humain l'est beaucoup moins et tout aussi efficace. Avec cette capacité qui repose aussi sur connaissances relationnelles. Dans votre ouvrage, on voit aussi des relations personnelles nouées, notamment avec le maréchal Mobutu, avec Morgan Tsvangirai, l'ancien Premier ministre, enfin opposant puis Premier ministre du Zimbabwe. Oui, ce qui est important, et c'est ce que j'ai fait un petit peu à ma façon auprès de chefs de guérilla ou de mouvements d'opposition, c'est de réussir à nouer quelque chose de très humain, voire même une amitié, de manière à pouvoir se parler dans des moments difficiles. Après, c'est un peu compliqué parce que on sait aussi qu'on est auprès de gens qui ne sont pas toujours fréquentables, mais c'est nécessaire d'y être pour être capable de ramener du renseignement et être à la fois leur compagnon de route, mais tout en étant quand même, en sachant, en étant en pleine conscience des gens auprès desquels on travaille. Donc voilà, c'est une position assez particulière. Dans votre ouvrage, on voit aussi les modes de financement de ces mouvements ou d'autres activités, notamment vous avez côtoyé où on voit des personnages comme le marchand d'armes, Victor Bout à l'intérieur, mais aussi le diamant qui est mis en scène et la place d'Anvers.
Alors, le diamant, c'est très particulier parce que c'est un facteur criminogène très important, ça se balade très facilement. Maintenant, il est très encadré par le Kimberley Process, mais néanmoins, ça reste un élément criminogène de financement de mouvements fondamentalistes et de blanchiment de leur argent, avec un pays central pour ses activités qui est la RDC et Kinshasa, mais avec une grande volonté aussi de la part des grands diamantaires, justement de marginaliser au maximum cette partie criminelle. Cette partie criminelle qui vient nuire à l'image du diamant. Mais néanmoins, il y a des les plages, diamants du sang. voilà, néanmoins, il y a des places diamantifères beaucoup moins regardantes, comme Dubaï aujourd'hui, sur l'origine des pierres et leur traçabilité. Et ça reste très difficile de contrôler ce commerce-là, parce qu'il repose sur un commerce essentiellement déclaratif. C'est informel. Informel. Alors, il est déclaratif pour sa partie douanière, puisque chaque diamant, normalement, est tracé avec une origine. Ça, c'est le Kimberley Process. Mais néanmoins, sur certaines places, comme Dubaï, par exemple, l'origine des pierres, c'est extrêmement difficile vraiment à l'assurer. Aujourd'hui, le continent africain fait l'objet d'une compétition géopolitique importante. Bon, il y avait l'époque de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin a fait qu'il y a eu un certain désintérêt de la Russie pour le continent. Il y a un retour russe en Afrique, on l'a vu au Soudan récemment, on l'a vu en Ouganda, et surtout en Centrafrique. Est-ce qu'on va tomber sur une compétition type guerre froide où les moyens de la Russie sont limités quand même pour intervenir sur ce continent? Alors, je pense que les Russes ont compris qu'il ne fallait pas laisser le terrain aux Chinois, leur laisser peut-être le terrain sur une certaine partie économique, notamment la partie des routes, des grands chantiers, etc. Mais qu'il fallait qu'ils conservent et qu'ils retrouvent leur capacité à parler aux dirigeants africains et leur capacité à développer aussi leurs affaires. Ils l'ont fait à travers d'ailleurs le diamant. Nous parlions du diamant tout à l'heure, et à travers les oligarques russes qui sont investis dans ce secteur. Et ils ont déterminé des cibles géographiques, l'Afrique de l'Est, l'Ouganda, à partir de laquelle ils sont en train de chasser la LRA définitivement, et avec une zone d'influence et sur le Soudan et sur la RCA. Donc ils ont déterminé des cibles très précises. Ils ne vont pas s'engager totalement sur le continent, avec en plus une prédominance et un vrai savoir-faire sur la partie sud-africaine, puisque ce sont leurs alliés politiques depuis très longtemps, avec lesquels ils continuent à parler. Et avec des théâtres d'intervention en Centrafrique où on peut avoir un fort écho médiatique aussi et jouer un jeu anti-occidental. Oui, je pense avec que c'est de la plus désinformation ou des actions de désinformation. La partie centrafricaine est une partie plutôt provocatrice, c'est-à-dire qu'on se monte sur un théâtre d'opération avec très peu d'intérêt économique. Mais en revanche, effectivement, on montre son museau militaire pour voir comment vont réagir les Occidentaux et notamment l'Afrique, notamment la France, pardon, sur notre précaré. Donc, je dirais que c'est plus une provocation volontaire de la part des Russes, parce qu'ils n'ont aucun intérêt direct à opérer en République centrafricaine. Autre nouvel acteur, Recep Tayyip Erdogan, et la Turquie, de plus en plus encline à promouvoir ses intérêts économiques, mais aussi ses intérêts religieux sur le continent. Oui, c'est assez nouveau. C'est aussi passé par des opérations de livraison d'armement à certains régimes et à certains mouvements. Et c'est vrai qu'il y a eu un renouveau de l'ambition turque, ou du moins il y a une ambition turque qui n'a jamais vraiment existé, mais il y a une ambition turque à l'heure actuelle sur le continent, qui à mon sens sera mise assez rapidement en échec, parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de la place à la fois pour les réseaux chiites, pour les réseaux sunnites Al-Qaïda, pour les Chinois, pour les Russes, pour les Occidentaux, et pour nous sur notre précaré. Donc les Turcs essayent de faire de l'entrisme là où ils peuvent, mais je leur prédis un échec quasi certain. Cette nouvelle configuration appelle-t-elle une évolution, selon vous, de notre manière, à nous, Français, d'appréhender le continent et de travailler en matière de renseignement sur ce continent? Alors ce qui est formidable, c'est malgré les nouvelles menaces, malgré les nouvelles ingérences, malgré notre perte d'influence économique, nous conservons cette capacité
à recueillir du renseignement, à avoir des interlocuteurs fiables, à être respecté de la part des Africains et établir un nouveau partenariat en matière de renseignement. Je dis nouveau partenariat, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que déjà dans les années 70, entre les services de renseignement de Mobutu et les services de renseignement français, il y avait déjà ce partenariat de respect et de dialogue qui existait, qui dépassait les images qu'on peut avoir de l'ancien colonisateur vis-à-vis de vis-à-vis de sa zone et de la zone francophone. Donc il y avait déjà ce partenariat et ce dialogue. Vincent Sancrouzet, je rappelle le titre de votre ouvrage, Vespers, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci Pascal.